Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour cette capsule de décembre, nous allons explorer les recommandations issues de l'article intitulé Occupational Therapy Practice Guidelines for Adults Living with Alzheimer's Disease and Related Neurocognitive Disorders. Donc, ici, cet article il va nous permettre de faire un état des lieux sur les pratiques en ergo qui ont démontré leur efficacité. Cet article, donc, il est issu du journal d'ergothérapie américain, The American Journal of Occupational Therapy, publié en janvier-février 2024. Il s'appuie sur une synthèse des revues systématiques réalisées entre 2018 et 2021, regroupant des preuves solides pour guider les pratiques en ergothérapie auprès des patients atteints de troubles neurocognitifs de type Alzheimer. L'objectif principal de cet article, c'est d'identifier les interventions les plus efficaces pour améliorer la qualité de vie des patients et de leurs aidants. Actuellement, plus de 55 millions de personnes dans le monde vivent avec un trouble neurocognitif de type Alzheimer. Les conséquences principales que décrit cet article sont le déclin cognitif qui affecte la mémoire, les fonctions exécutives et d'autres sphères, notamment la sphère attentionnelle par exemple, la réduction de l'autonomie de la personne concernée par le trouble neurocognitif qui impacte les activités de vie quotidienne, mais également une surcharge importante pour les aidants, souvent responsables de la prise en charge quotidienne de leurs proches. Et donc ces enjeux justifient une recherche de solutions pratiques et accessibles pour les patients et leurs proches et qui peuvent être mises en place par des ergothérapeutes. La méthode utilisée dans cet article, du coup, ça a été, en fait, il repose sur une synthèse de 12 revues systématiques, donc des revues qui ont elles-mêmes déjà étudié la fiabilité et surtout la pertinence des articles publiés, déjà fait des regroupements. Donc, entre guillemets, c'est un regroupement de regroupements d'articles publiés entre 2018 et 2021. Les critères d'inclusion des revues ciblées incluaient le fait d'avoir ciblé une population adulte atteinte de troubles neurocognitifs liés à Alzheimer, de type Alzheimer, des interventions ciblant l'amélioration des fonctions cognitives, comportementales ou occupationnelles. Chaque recommandation est classée selon un système de grades. Donc le grade A, qui signifie que l'article en question et la recommandation, c'est une forte recommandation basée sur des preuves solides. Le grade B, qui est une recommandation modérée, avec des bénéfices avérés, mais d'ampleur limitée dans l'étude. Et le dernier stade qui n'a pas été retenu, qui est le grade D, des interventions du coup jugées inefficaces ou nuisibles, qui n'ont pas été retenues dans cette revue, donc qui ne seront pas présentes dans cet article-là. Donc dans cet article, nous n'avons que les grades A et B qui ont été présentés. Parmi les résultats des interventions jugées efficaces, les interventions identifiées, elles se répartissent en plusieurs catégories. On a les thérapies cognitives, qui avaient pour but majoritairement de stimuler les fonctions mnésiques et les fonctions exécutives, notamment. Les exercices physiques, qui étaient très souvent associés à des activités cognitives. De la médiation musicale, active ou passive, en fonction du stade d'avancée, finalement, dans la démence. Des thérapies de réminiscence, avec du coup qui mobilisent les souvenirs du bénéficiaire et qui réactivent aussi certains types de mémoires qui sont préservées dans ce type de troubles neurocognitifs. Des interventions sensorielles différentes, qui peuvent être basées sur des écoutes musicales, sur des dégustations, sur des touchés thérapeutiques ou des automassages ou des choses comme ça. Et le soutien aux aidants pour réduire leur stress et améliorer leur efficacité dans la prise en charge du coup de leurs proches. Alors tout ça, finalement, ce sont des thérapies qu'on connaissait déjà en ergothérapie. Il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qui est mis en avant par cette revue. Par contre, ça nous a quand même permis, et donc pour ceux qui seraient plus intéressés, je vous invite à vraiment aller lire l'article qui développe davantage en fonction des stades avec un arbre décisionnel quel type de thérapie prioriser par rapport à une autre. Du coup, plusieurs interventions qui semblent efficaces à différents stades, notamment le stade léger, avec des interventions plutôt de type cognitive, médiation corporelle par le mouvement, type danse, exercice physique, médiation musicale active,
et avec une fréquence et une durée de 3 à 5 séances par semaine quand même, d'environ 30 minutes à 1 heure chacune et sur une période de 2 à 6 mois. Donc c'est quand même assez intense dans le stade léger au niveau des interventions qui ont démontré leur efficacité. Concernant les stades modérés d'avancée dans la démence, là on est plutôt sur des activités de réminiscence, de médiation musicale active ou passive, et des exercices beaucoup plus adaptés au niveau physique. Là, cette fois-ci, la fréquence et la durée des exercices est diminuée. On est à 1 à 3 séances par semaine, de 10 minutes à 40 minutes aussi. Donc, les séances sont raccourcies sur une période de 3 à 9 mois. Donc là, par contre, la période est un tout petit peu plus augmentée par rapport au stade léger. L'objectif, c'est de préserver les capacités résiduelles du bénéficiaire et d'améliorer sa qualité de vie, mais aussi la qualité de vie de son aidant. Et puis, dans les stades sévères, l'article met en avant que les interventions les plus efficaces sont les interventions de stimulation sensorielle, de médiation musicale passive cette fois-ci, et de soutien accru aux aidants. Dans l'idéal, elles devraient avoir lieu quotidiennement ou selon les besoins immédiats du bénéficiaire ou de son aidant, en séances très courtes, 10 à 20 minutes maximum, sans limite temporelle stricte, mais avec un objectif ici plutôt de maintenir le confort et de réduire l'agitation ou les troubles comportementaux. Donc, en discussion de ce qui a été mis en avant dans les différents résultats, l'article met vraiment en avant qu'il y a une nécessité d'adapter les interventions. Et chaque intervention doit être adaptée aux préférences du patient, de son aidant potentiellement, mais également au stade d'avancée dans la maladie et à l'environnement dans lequel il évolue. Vous verrez que vous ne pouvez pas mettre en place certaines séances qui ont été jugées, certaines thérapies qui ont été jugées efficaces si vous intervenez en équipe spécialisée Alzheimer à domicile qu'en EHPAD, par exemple. Donc l'environnement joue aussi un rôle hyper important dans le fait de pouvoir décider de mettre en place ou non une thérapie qui a démontré son efficacité dans un environnement particulier. Les aidants, eux, jouent un rôle clé dans l'application de ces pratiques et nécessitent une éducation et un soutien régulier pour limiter leur épuisement. On va faire un petit focus, comme ce qui est fait dans l'article, sur les approches non pharmacologiques. Ces approches, elles sont vraiment privilégiées pour leur efficacité et leur absence d'effets secondaires majeurs. Elles permettent de réduire les symptômes comportementaux, d'améliorer la qualité de vie et de maintenir la participation sociale des patients eux-mêmes. Donc, en résumé, ce que met en avant cet article, c'est que finalement, les interventions ergothérapeutiques apportent des bénéfices significatifs, particulièrement lorsqu'elles sont personnalisées et structurées, que la collaboration avec les aidants et l'adaptation continue des pratiques sont essentielles pour obtenir des résultats optimaux, et que dans les perspectives, ce qui serait intéressant, c'est de développer des outils plus simples et accessibles pour une application plus large aux patients atteints de troubles neurocognitifs de type Alzheimer, mais également renforcer la formation des professionnels et de leurs aidants pour une mise en œuvre efficace de ces techniques. Et donc, je conclurai sur cette capsule vidéo assez brève, mais du coup, je vous invite vraiment à aller lire l'article pour ceux qui seraient intéressés pour la mise en place de certaines techniques plutôt que d'autres. Mais le message clé, c'est vraiment que l'ergothérapie auprès de patients atteints de troubles neurocognitifs de type Alzheimer, mais ça reste un pilier essentiel de la prise en charge des patients atteints d'Alzheimer. Donc, et à chaque stade de la maladie, on démontre notre efficacité. Merci à vous et puis à bientôt dans une prochaine capsule.